Et on a décidé cette année de lancer, après les périodes Covid, les webinaires qui s'enchaînent, de remettre du lien social, de se retrouver et donc de lancer ces cafés-débats. Le but étant de créer de la convivialité, de faire connaissance, de partager. Donc n'hésitez pas à intervenir, il y aura une présentation qui vous sera faite. On espère qu'elle va susciter un peu de débat. Et puis ensuite, la soirée peut se prolonger autour d'un verre, puisque c'est un peu le principe de ces apéros, café-débat, pour pouvoir continuer ensemble à envisager la suite et ce que l'on pourra faire par la suite, chacun à notre place pour la biodiversité et ce que vous pourrez faire éventuellement avec humanité et biodiversité. Je ne vais pas prendre trop la parole parce que ce soir, c'est Lila qui va animer la soirée. Lila qui nous a rejoint il y a quelques mois. Alors bonjour à tous. Alors avant de commencer ce café débat, on a deux invités ce soir. Donc Xavier Domange qui est fondateur de l'entreprise Cœur et Canopée et notre administrateur Patrice Hirbeck, voilà, que vous allez entendre plus tard. Mais avant ça, je vais vous proposer un petit temps d'échange en fait pour tout simplement échanger entre vous avec vos voisins, voisines et vous dire pourquoi vous êtes venus à ce café débat, qu'est-ce qui vous intéresse dans cette thématique, enfin les premières réactions, premières réflexions comme ça à chaud. Donc on va prendre un petit temps de 10 minutes et à mon signal, je marquerai la fin de cet échange et je prendrai 2-3 réactions pour celles et ceux qui veulent bien nous faire part de leur questionnement. Donc je vous laisse, je vous laisse faire connaissance. Et je reviens vers vous dans 10 minutes. Merci de vous être prêtés au jeu. Est-ce que certains ou certaines sont volontaires pour faire part d'une première réaction ou alors tout simplement un mot même Allez-y. Alors, j'arrive à votre rescousse. Alors. Oui, bonsoir à toutes et tous. Alors, moi, c'est Pascal. J'ai créé il y a 3 ans une petite association qui se développe et qui s'appelle... Alors, effectivement, le sujet de votre conférence ce soir, de votre café débat, m'intéresse beaucoup, puisqu'il rejoint un sujet que j'ai abordé lors d'une récente conférence au sujet de la végétalisation. Et en fait, en creusant les sujets, je m'étais posé beaucoup de questions sur justement ce qu'on appelle les forêts urbaines. Personnellement, j'aurais plutôt tendance effectivement à penser que c'est un grand bienfait, mais je sais que c'est quelquefois un peu controversé. J'aurais aimé connaître bien sûr les arguments. J'ai entendu parler qui sont avancés pour plaider en défaveur des forêts urbaines. J'ai entendu parler des forêts Miyawaki, bien sûr, qui sont des petites forêts, des micro-forêts. Et ensuite, j'ai eu l'occasion de rencontrer Francis Allais, qui est un botaniste français bien connu, et auquel j'ai posé la question, et lui-même me disait que c'était plutôt un bienfait. De toute façon, ça ne pouvait pas faire de mal. Voilà un petit peu, si je suis fidèle à son propos, comment il pouvait exprimer cela. Alors, au-delà de mon intérêt, effectivement, il y a la question de la mise en œuvre de ces forêts, ou de ces mini-forêts. Donc voilà, les questions, elles posent sur qu'est-ce que vous entendez par forêt urbaine? Est-ce que vous entendez mini-forêt? Quelle surface vous entendez effectivement par forêt urbaine? Puisque une forêt, généralement, signifie un ensemble d'arbres assez vaste, sauf qu'en ville, on n'a pas toujours l'occasion d'avoir des grands espaces. Voilà, donc c'est un petit peu ces interrogations-là qui sont les miennes. Patrice, vous êtes vraiment au bon endroit pour votre réaction. Est-ce que quelqu'un a quelque chose à dire ou à rajouter et plutôt aussi dans la veine de découverte de ces forêts Miyawaki? Si vous ne savez pas ce que c'est une forêt urbaine ou alors si vous... c'est pas précisé, donc toutes les questions sont les bienvenues. Elles viendront peut-être après. Alors, on va laisser la parole à nos intervenants. Patrice Hirbeck, Patrick, prendre la parole. Merci. Bonsoir à toutes et tous. 60 jours encore.
Je suis forestier de métier. Voilà. Poser les bases. Donc, forêt urbaine, dans forêt urbaine, il y a forêt. Donc, la première chose, c'est évidemment d'essayer de voir ce qu'est une forêt. Alors, pour les forestiers, on a une définition qui a en charge les forêts dans le monde et qui a donné une définition, mais qui est plutôt statistique, la part de forêts en France. Donc, il y a une définition qui est donnée par la FAO, reprise par les organismes statistiques. C'est un terrain qui fait 50 arts, 1,5 hectare, sa surface au minimum, et qui a ou aura 10% qui fera plus de 5 mètres de haut. En dessous, c'est un arbuste, un arbrisseau. Et c'est au niveau statistique, on ne prend pas les tout petits bois, et puis on ne prend pas les peuplements linéaires. Forestière, il y a une définition plus écologique. Qu'est-ce qui distingue une forêt écosystème l'existence au même endroit de différentes strates. Donc on a un sous-sol, évidemment, strate qu'on appelle herbacée, c'est les herbes, le muguet que ramassent les gens en ce moment fait partie. Et strate arborescente, c'est les grands arbres. Un arbre fait plus de 5 mètres de haut. Les sapins, on voit cette succession. Puis une strate qui est intermédiaire, qu'on appelle la strate lianescente, qui est plus près et qui va monter jusqu'à la strate arborescente, jusqu'à la canopée, cet étage que dans nos climats tempérés. Voilà. Donc on voit bien que dans les définitions, c'est pas celle-là, mais ça fait rien. Voilà. On voit bien que dans les tempérés, boréal, tropical, et puis on voit bien que dans ces définitions, pour chacun, une conscience écologique ou pas, est-ce un écosystème, et qu'on voit bien que pour 10% de la surface, mais il n'y a pas souvent cette succession de strates arborescentes, arbustives, etc. Et pour parler d'un exemple en France, la forêt landaise, les plantations de pins maritimes, on voit bien qu'il y a cette strate d'arbres et que la strate arbustive et herbacée, elle est consacrée à une fonction de production qu'étant un écosystème. Ce diagramme que les spécialistes appellent la sylvigénèse. Un arbre, ça naît, comme tous les êtres vivants, sauf qu'un arbre, un chêne, il va faire ce cycle sur 500 ans. Un châtaignier peut, au moment où un pin le fait sur 200 ans. Donc c'est très long. Donc à partir dans une phase de sénescence, il va s'effondrer. Et de cet effondrement, ça c'est dans une forêt en libre évolution, de cet effondrement de la mort va naître la vie, puisqu'il y aura une trouée qui se forme des forêts, notamment en Europe. On ne laisse pas s'exprimer ces forêts en totalité, puisque l'arbre, avant qu'il entre en sénescence, parce que c'est là qu'il a le meilleur bois, qui est la plus grande quantité, et on va l'exporter de la forêt. On voit tout de suite qu'il y a donc un hiatus dans cet ensemble. Sur le cas des forêts urbaines, on voit aussi tout de suite la problématique. Je rappelle que le bois de Vincennes, c'est 13 millions de personnes d'un arbre jusqu'à l'effondrement. Avec 13 millions de personnes, on risque de faire des dégâts. Ça risque d'être gênant pour les autres usages des forêts. Si on peut appuyer. Forêt, voilà. Donc, à travers cet exemple au niveau des forêts urbaines, vous interpellez sur le fait, et vous questionnez sur le fait que des forêts qui sont en ville ou proches des villes, comme le bois de Vincennes ou le bois de Boulogne, quel rôle, quelle mission qu'on lui donne, c'est que c'est la différence des forêts comme Fontainebleau, Tronchet ou autres que vous pourriez connaître. Ce sont des forêts qui sont cernées par l'urbanisation. Donc les autres forêts, classiquement, elles ont un lien avec l'urbanisation. On parle aussi de forêts périurbaines, quand une partie du pourtour est cernée par l'urbanisation et une autre partie est liée à une activité agricole ou un autre espace naturel. On voit bien avec l'extérieur, ou très peu de liens, et que l'ensemble de la vie qui s'y déroule, elle n'aura pas d'espace de fuite, elle n'aura pas de zone d'échange, transfert de gènes, arrivée de nouveaux animaux, etc. Je rappelle que par exemple, au bois de Vincennes, il n'y a pas de chevreuil. Or, sur la surface du bois de Vincennes, il pourrait y en avoir, mais c'est un espace clos avec des routes. Donc, la question que je voulais vous poser, c'est à vous, je suppose, majoritairement habitants.
du coup, avoir un endroit où on peut se baigner dans la nature quand on n'a pas justement la chance d'habiter être dans la forêt. Parce que moi, par exemple, j'adore la nature, j'adore être dans la nature et ça permet Donc, ça. Par c'est exemple. un espace naturel à disposition. Pour vous, il y a une fonction d'accueil et de bien-être. Tout le monde est d'accord avec ça? Personne n'est allergique au pollen d'arbre? Quelqu'un voit une autre Ouais. Donc, ouais. Voilà. Donc, est-ce qu'une forêt en ville, ça a une fonction de bien-être? La place pour la biodiversité. Oui, effectivement. Je vous passe vers suite. Donc, fonction de bien-être, c'est un espace pour la biodiversité. Effectivement, il y a une biodiversité différente. Si vous promenez dans le bois de Vincennes, vous allez entendre des oiseaux que vous n'entendriez pas sur la place ici. Voilà. C'est un refuge de biodiversité. Alors pour moi, les forêts urbaines sont très importantes. Alors je parlerai plus d'écosystème que de forêt. Je préfère ce mot-là. Et c'est aussi un puits de carbone qui capte et stocke le carbone. Ça a un rôle pour notre santé très important. Et je pense que les forêts doivent être vues sous un autre regard que le regard actuel. Parce que la forêt, ce n'est pas seulement du bois pour faire du meuble ou pour faire du bois de chauffage. C'est aussi ce qui permet d'assurer nos conditions d'existence. Voilà. J'aurais juste une question, mais je ne sais pas qui d'entre vous pourrait répondre. Je sens les animaux dont vous parlez, les oiseaux par exemple, qui sont que dans certaines zones. Est-ce qu'ils peuvent s'épanouir vraiment dans cet espace? Enfin, je ne sais pas si je prends bien, mais... Ouais. Alors, j'ai dit, c'est forcément un espace cerné par l'urbanisation, une forêt urbaine. Donc il y a une distance, enfin il y a un lien avec l'extérieur qui est plus difficile que dans un espace en zone rurale. Mais est-ce que c'est pas mauvais? Par exemple, sur le bois de Vincennes, je cite un exemple, il y a 2 couples de faucons obro. Le faucon obro, c'est un faucon qui niche dans les arbres. Ils n'ont pas d'autre endroit à Paris pour nicher. Il y a à peu près 3-4 sortes de chauves-souris dans le bois de Vincennes, dont de l'oreillard roux. L'oreillard roux, il niche dans les fentes des arbres où il est un peu tranquille la journée. Il est évident qu'ici, aucune colonie d'oreillard roux peut s'installer. Donc il y a toute une biodiversité, comme l'a dit Madame, spécifique, qui peut s'exprimer si tant est que la zone soit de grande surface. Néanmoins, dans la majorité des forêts urbaines, sauf peut-être dans le cas de Berlin, qui sont très limitées. Je rappelle 400 hectares le bois de Boulogne, 900 hectares donnés par la mairie de Paris pour le bois de Vincennes. Il n'y a pas de cerf, il n'y a pas de sanglier, il n'y aura pas de lynx. Ça sera une biodiversité qui sera limitée aux petits espaces, des insectes, des oiseaux, etc., et qui sont liés aux écosystèmes forestiers. Des écureuils, voilà. Il n'y a pas... voilà, des renards. Il n'y a pas de distance de fuite. Donc, dans la forêt urbaine, il y a une biodiversité qui peut s'exprimer, mais qui est forcément contrainte. Et c'est des espèces qui y étaient déjà ou qui ont été introduites? Alors, il y a plusieurs sortes de forêts urbaines. Les bois de Vincennes et les bois de Boulogne, c'était le roi qui siégeait à Paris, qui avait besoin de territoire de chasse. Donc, ce sont des forêts, l'histoire de Saint-Louis sous son chêne, ce sont des forêts anciennes. Une forêt ancienne, c'est une forêt dont on est sûr qu'il y a une continuité boisée depuis au moins la carte d'état-major de 1827 ou censé certains. Après, il y a des forêts qui ont été créées ex nihilo. Donc, elle n'a pas les caractéristiques des forêts anciennes, donc elle n'a pas ce continuum, donc elle n'a pas ce potentiel en faune et flore. Sur les bois de Boulogne et les bois de Vincennes, on a fait des inventaires en tomos, et pour la faune caractéristique qui s'appelle la faune saproxylique, essentiellement des scarabées qui vivent du bois, on a les mêmes cortèges dans le bois de Vincennes qu'à Fontainebleau ou à Troncet, du fait de cette ancienneté.
En revanche, dans les forêts, on en parlera tout à l'heure, créées ex nihilo, forêts Miyawaki qui viennent de terrains souvent perturbés, il n'y a pas cette histoire. Donc s'il n'y a pas d'apport extérieur, il ne peut pas y avoir d'expression de biodiversité, comme vous l'avez signalé. Donc on a une fonction d'accueil, on a une fonction d'accueil pour les hommes, mais aussi pour la biodiversité, et on a, vous l'avez cité, une fonction séquestration de carbone. Oui, mais je crois qu'il faut noter aussi que c'est très bon pour le climat, puisque les arbres recyclent, séquestrent le carbone. Les arbres sont de véritables machines, pourrait-on dire, à recycler l'air en absorbant du carbone, en absorbant de l'oxygène, en rejetant du carbone, et ainsi de suite. Hein, c'est un cycle. Donc il y a un véritable retraitement de l'air qui s'opère et qui est excellent. Pour la purification de l'air, ça traite également des particules. Des particules fines peuvent être absorbées par le cycle de respiration des arbres, donc ça c'est très important. Et puis il y a la fameuse évapotranspiration qui rejette de l'humidité dans l'air et qui contribue justement par des gouttelettes à humidifier l'air environnant. Donc je pense que, bon, après effectivement, il y a aussi les relations entre les arbres et le sol, où les racines permettent une meilleure imprégnation des sols par l'eau, les eaux de pluie. Puis évidemment, il y a plein d'autres aspects, mais on ne va pas tous les citer. Oui, on va peut-être clore le premier échange. Je te laisse, Patrice. D'accord, on voit qu'il y a une multiplicité de fonctions qui sont remplies par la forêt, peut-être plus exacerbées en ville et peut-être avec plus de contraintes, puisque Homo sapiens est très nombreux. Il en a besoin pour la détente, vous l'avez dit, pour l'accueil. Donc c'est une contrainte qui pèse sur l'écosystème forestier, comme vous avez dit. Toutes les forêts ne reçoivent pas 13 millions de personnes par an. En ce moment, c'est une nidification des jeunes à l'envol pour la vie faune. Évidemment, s'y promener en grand nombre peut amener un certain nombre de ces jeunes oiseaux à ne pas passer le cap pour devenir adultes. Voilà. Oui. Vous disiez il y a quelques instants que la FAO considérait que les forêts, c'était des groupements d'arbres de plus de 5 mètres de haut. Mais alors, par exemple, les garrigues en Ardèche, là, qui font 2 mètres, peut-être 3, mais guère plus, est-ce que ça fait partie des forêts ? Alors, cette définition, elle était statistique. Elle était faite pour qu'on compte les surfaces forestières, les surfaces d'écosystèmes de forêt, d'écosystèmes de forêt. Donc, un arbre, la définition d'un arbre en botanique ou en statistique, c'est un végétal qui va faire plus de 5 mètres de haut. En deçà, c'est un arbuste, un arbrisseau, une herbe, etc. Et la FAO tient des statistiques géographiques. Donc, à partir du moment où il y a 10% de végétal qui feront plus de 5 mètres de haut, c'est comptabilisé en forêt. En deçà, c'est comptabilisé dans prairie, si c'est une prairie. Garrigues et maquis, qui sont un habitat spécifique, c'est comptabilisé aussi au niveau de l'hygiène dans autre chose que les forêts. Les déserts sont comptabilisés. Enfin, alors, avec le problème, c'est qu'autrefois, la garrigue et le maquis, avant l'époque romaine, c'était des forêts. Donc, la dégradation de cette forêt, les incendies répétés, la surexploitation, le surpâturage a amené une végétation. La nature a réagi. L'écosystème n'est plus forestier, il est buissonnant, ça forme une garrigue. Voilà. On a le même exemple, par exemple en Bretagne, avec les landes et les forêts, les fourrés à Agen. Il y a très longtemps, c'était des forêts. L'action de l'homme, les feux, le pâturage, etc., a fait que ça s'est dégradé et la nature a produit une formation buissonnante spécifique. Voilà. Ouais. Je voulais juste dire que cette définition de la FAO, là, elle est très simpliste et elle permet aussi d'assimiler les monocultures, les forêts de palmiers, et elle est inclue dans cette définition. C'est pour ça qu'il y a une contre-définition qui a été élaborée en 2016 par, si je me souviens du nom, la Reforest Mouvement, qui dit qu'une forêt est un écosystème, une communauté écologique étendue et complexe, dominée par les arbres et capable d'assurer sa perpétuation. Ça, c'est important,
les monocultures. Et ça, c'est important parce que cette définition, là, la FAO, elle est, comment dire, elle n'est pas vraie, elle n'est pas correcte. Tout à fait, sauf que la FAO a évolué sur pression d'un tas d'organismes, dont des associations. Si vous allez sur le site de la FAO, vous avez surface forêt, surface plantation. En revanche, au niveau français national, l'Institut géographique national ne tient pas compte des plantations. Par exemple, le 1 million d'hectares du triangle landais pin maritime, avec ce système particulier, je coupe tout, j'exporte et je replante, c'est comptabilisé dans les 16 millions d'hectares de forêt en France hexagonale. Certains pays l'ont exclu. Dans des systèmes, par exemple, de certification forestière, il y a un système qui s'appelle FSC, qui distingue une certification forêt-écosystème d'une certification pour les plantations. Donc, effectivement, il y a un mélange des genres, sciemment ou pas, mais il y a suite à vérifier. La forêt est plus écosystème avec ses strates, mais c'est difficile après à interpréter, surtout que tout est compté maintenant par imagerie satellite. Donc voir ce qu'il y a, on peut voir la canopée, mais en dessous, c'est plus difficile. Il faut faire appel à des techniques comme le LIDAR ou autre. Voilà. Vas-y. Voilà, alors je voulais juste... vous avez déclaré les principales fonctions des forêts. La forêt protège, la forêt produit, la forêt accueille, même si pour les forêts périurbaines, le rôle de production est bien moindre que pour les autres forêts. Et je voulais vous parler parce qu'on a parlé beaucoup de bien-être, et c'est ça qui est important pour les forêts urbaines. Si vous prenez les prix de l'immobilier en bord du bois de Vincennes et du bois de Boulogne, c'est toujours plus cher qu'ailleurs. Donc je suppose qu'il y a une attraction des gens pour la forêt. Et il y a cette règle des 30-300 qui a été mise en place par l'Institut médical de Barcelone. Est-ce que vous savez ce que c'est? Non? Donc ça date de l'année dernière. Donc après plusieurs études médicales, l'Institut médical de Barcelone a indiqué qu'en ville, il y avait une règle qui était intéressante, c'est la règle des 3-30-300, c'est-à-dire qu'ils ont constaté que la santé humaine, santé physique, mais aussi psychologique, était bien meilleure quand des gens vivaient en ville et qu'ils apercevaient 3 arbres ou arbustes depuis leur logement, qui vivaient dans un quartier où il y a au moins 30% de l'espace qui est arboré, et qu'ils habitaient, qui ont intégré cette donnée pour leur projet de développement de forêt urbaine ou d'intégration de l'urbanisme dans du végétal. Voilà. Donc c'est aussi, si tu peux revenir juste avant, voilà. Avec une autre spécificité des forêts urbaines, c'est que l'organisme qui en est en charge, très majoritairement, ce sont des villes, ce sont des organismes publics, est en perpétuelle recherche de l'équilibre, c'est-à-dire qu'il a un écosystème en charge, qui peut être ancien comme les bois de Boulogne ou bois de Vincennes, qui peut être créé ex nihilo, mais qui va avoir cette pression humaine qui est importante, pour laquelle il va devoir tenir compte. L'attrait d'une forêt en ville fait qu'elle sera fréquentée. La libre évolution, qui serait la chose la plus logique au niveau de l'écosystème, elle est difficile à mettre en place, notamment pour la sécurité des biens et des personnes. Et puis, cette fréquentation, elle doit être faite dans le strict respect de l'environnement. Le principe d'une forêt, c'est qu'elle s'est mis à mal une partie du bois de Vincennes. La régénération ne peut pas forcément se faire naturellement, puisque il y a toutes ces personnes qui font du VTT, qui se promènent, etc. C'est bon, je suis bon. Voilà. Je voulais aussi vous présenter quelque chose qu'on soutient, Humanité et Biodiversité, une démarche qui est l'indice de biodiversité potentielle, pour voir aussi la forêt d'après sa surface, mais d'après sa qualité. Donc on peut faire des inventaires faune, flore, champignons. C'est très long, ça prend du temps, il faut des réplicas. En revanche, il y a un indice qui est assez facile, qui est un indice de biodiversité potentielle. Ça ne vous donne pas la biodiversité, l'ensemble des espèces que l'on peut trouver dans une forêt, mais ça peut donner une idée de sa capacité d'accueil, si elle est favorable pour la biodiversité, et si elle porte en elle-même des germes de sa résilience, sa régénération. Donc cet indice de biodiversité potentielle, c'est un indice synthétique qui est en réalité constitué de différentes observations. D'abord, la première, c'est l'ancienneté de l'état boisé, le continuum
de la présence forestière avec son cortège d'espèces spécifiques pour les vieilles forêts. C'est intéressant par rapport à une forêt créée ex nihilo, dont on parlera après, n'aura pas la même liste d'espèces présentes. La structure verticale de la végétation, plus il y a de strates, mieux c'est, parce qu'il y a des espèces qui sont inféodées à certaines de ces strates. Les fauvettes, les pouillons, on les trouve dans les strates dégagées, mais Steve, dans la canopée. Des bois morts sur pied au sol. Par principe, on ne met pas d'engrais en forêt. Il y a tout un cortège de détritivores, de petits animaux du sol qui vivent de ce bois qui va se décomposer, de ces feuilles qui vont se décomposer. Donc si ces gros bois sur pied au sol ne sont pas présents, morts, il y a toute une faune, une flore, des champignons qui ne pourront pas se développer. Des très gros bois vivants, puisque dans la vie d'un arbre, un arbre c'est un habitat, c'est le gîte et le couvert pour des tas d'espèces. Donc 80% de la biodiversité est liée au stage de la vie d'un arbre, de stade de maturité de ses naissances. Dans les stades jeunes, il y a moins de biodiversité, moins d'espèces. Et puis ces arbres porteurs de micro-habitats, des branches tordues, des fentes, des trous, qui sont autant de gîtes potentiels. Une grande diversité dans les espèces. Une forêt monospécifique, c'est moins riche qu'une chênaie avec du charme, du bouleau, des fruitiers, etc. Et puis enfin, cerise sur le gâteau, s'il y a des milieux associés, liés à l'homme ou pas, une prairie, un tapis vert dans une forêt, même si c'est fréquenté en journée, la nuit c'est un superbe terrain de chasse pour les rapaces nocturnes. Voilà, j'en ai terminé, j'espère. Merci Patrice. Alors on va passer à la présentation. On va passer à la présentation de Xavier Domange. Alors, hop. Et hop. Bonsoir à tous. Merci beaucoup à Humanité Biodiversité d'organiser cette soirée. Je suis très heureux d'être avec vous et de vous parler un peu de ce que je fais avec mon entreprise, donc Cœur et Canopée. J'ai essayé de vous présenter rapidement l'activité, sur quoi ça consiste, de reparler un peu de forêt urbaine. Et dans ce que je vais vous dire, c'est surtout le point de vue du coup d'une entreprise qui crée des micro-forêts. Et après, ce sera vraiment avec une grande joie pour accueillir vos questions et puis discuter, parce que c'est souvent un sujet parfois à interrogation. Donc avec ça, nous, Cœur et Canopée, donc nous, Cœur et Canopée, on est né d'un double constat qui avait donc deux situations à adresser. La première, donc, c'est le changement climatique, avec en particulier l'aspect sur les vagues de chaleur. Et puis, pour l'aspect, c'est que je veux savoir ce que c'est qu'une bonne action par rapport à ce changement, ou quels sont les outils qu'on a à disposition pour pouvoir faire quelque chose qui soit pertinent. On a des propositions de solutions technologiques parfois, mais on découvre parfois pour certains, avec les cycles de vie, que la technologie n'apporte pas des contreparties. Et du coup, une première idée qui pouvait sembler bonne au premier abord peut se révéler finalement pas si bonne. Donc il y a vraiment cette complexité. Et donc pour adresser cette double situation, nous proposons la mise en place donc, de petites forêts résilientes sur des surfaces urbaines à partir de 100 mètres carrés. Et on installe ces forêts en méthode Miyawaki. Ça y est, le mot est lancé. Et on le fait de façon participative pour que les gens puissent prendre part à ces projets, comprendre pourquoi on plante des arbres, pourquoi on plante des arbres alors que le climat est en train de changer, pourquoi on les plante comme de cette façon-ci et pas d'une autre, et qu'ils puissent ensuite s'impliquer aussi bien dans la plantation que dans l'entretien. Alors, pour commencer par parler de méthode Miyawaki, je vais vous parler de qui est Monsieur Miyawaki. On parle de forêt Miyawaki pas parce que c'est un type de forêt particulier avec des essences déjà prédéfinies, mais parce que Miyawaki, c'est le nom de Akira Miyawaki, qui est un botaniste japonais qui a mis au point cette méthode dans les années 60-70. Et en fait, donc, ce monsieur s'est posé la question, quand j'ai un terrain qui a servi aux activités humaines, qui était à l'état de friche,
qu'est-ce que je peux faire, moi, botaniste, pour y amener la meilleure végétation possible? Et donc, la première question, c'était, ça veut dire quoi la meilleure végétation? Donc, il a commencé par définir qu'est-ce qu'il en attendait. Et pour lui, une végétation qu'on peut souhaiter, c'est, avec un cahier des charges, on peut dire, de la forêt, d'où la petite abréviation CDC qui ne vous a pas échappé, c'est une forêt qui rassemble ces différents éléments, et il y a un élément mystère puisqu'il est en dessous de l'écran. Donc c'est une végétation qui devient autonome en entretien, mais également autonome en eau, qui est capable de s'adapter aux évolutions, qui est résiliente, et le point mystère, c'est qu'elle est capable d'accueillir la biodiversité qui, localement, peut s'installer. Donc avec ces cinq écosystèmes en nature présentaient toutes ces qualités, et il est tombé sur ce qu'on appelle la forêt native, qu'on va peut-être définir plus tard. On peut la qualifier de forêt ancienne, qui, pour le coup, ces forêts rassemblent ces différentes qualités. On va enchaîner. Une fois qu'il a pu voir l'environnement dans lequel il y avait les qualités qu'il cherchait, il s'est intéressé aux caractéristiques de ces milieux, et sa méthode consiste à reproduire ces caractéristiques en milieu urbain, avec l'attente que, puisqu'on reproduit les caractéristiques de croissance, on va également retrouver les qualités qu'on traduit en milieu urbain par îlot de fraîcheur, îlot de biodiversité, autonomie, etc., désartificialisation, beaucoup de valeurs qu'on pourrait évoquer, et vous en avez déjà évoqué quelques-unes avec Patrice. Alors, si on regarde maintenant qu'il a trouvé le milieu qui convient, il s'est intéressé à la façon dont ces milieux, comme le disait Patrice tantôt. Donc, quand on est en nature et quand on est quand une friche est apparue, alors elle a pu apparaître soit parce qu'il y a eu une déforestation, un incendie, une maladie ou beaucoup d'autres événements, il va y avoir un retour de la végétation qui va se faire par étapes. D'abord des plantes pionnières, que vous connaissez bien, des orties, des ronces, des liserons, il y a une grande quantité de différentes plantes qui sont basses et qui poussent très vite. Puis, une première génération d'arbres avec des arbres colonisateurs. Et eux, leur fonction, un de leurs principaux attributs, c'est qu'ils poussent très vite. Et du coup, ils peuvent compétiter avec les plantes pionnières. Et malgré ces orties, ces ronces, ils peuvent pousser et établir un premier couvert. Ce couvert de feuilles va ralentir la pousse des plantes pionnières, et du coup, des espèces un peu plus lentes vont avoir une chance de pousser. On va avoir une deuxième génération d'arbres qui va densifier à nouveau le feuillage, ralentir encore plus les plantes pionnières et permettre à une troisième génération de se mettre en place. Cette troisième génération, c'est ce qu'on appelle la forêt native, et c'est ça qu'on va essayer de faire revenir avec la méthode Miyawaki. Le principe de la méthode, ça va être de repérer cette végétation-là et de la faire revenir au moment de la friche. Donc on pourrait se poser la question, mais pourquoi on fait tout ça si la nature le fait très bien toute seule? Et c'est là que vient un point important, c'est que la méthode Miyawaki convient très bien pour des milieux urbains ou périurbains. Parce qu'en nature, on a tout intérêt à laisser faire, puisque la nature ne fait rien. Ce travail de façon écrire la question aux gens, s'il y a une friche et qu'on ne fait rien, qu'est-ce qui se passe? Les gens me répondent, il y a des caravanes qui viennent. Et je leur dis, en fait, non. Mais c'est un petit peu l'idée que si jamais on ne fait rien sur une friche, il va y avoir des usages qui ne sont pas forcément ceux qu'on va souhaiter et qui ne vont pas être forcément dédiés à la végétation. Donc dans ces milieux bien particuliers, au lieu de laisser se faire ce cycle qui prend entre 2 à 300 ans pour partir de la case de gauche jusqu'à la case de droite, on va aller prendre cette végétation à l'état de jeunes plants. Donc on met en place des plants qui font entre 20 et 50 cm et on va les planter au niveau de la friche. Ce faisant, on gagne beaucoup de temps par rapport à l'évolution naturelle. Comme on gagne du temps, il y a des contreparties. La première, c'est qu'il faut qu'on travaille le sol, parce que de la même façon qu'en nature, il y a une grande évolution qui se voit dans la partie aérienne, il y a un travail tout aussi important qui se fait dans la partie souterraine. Et nous, humains, on n'est pas capable de faire un travail aussi complet et aussi bien fait que ce que fait la nature. Par contre, on est capable de faire suffisamment bien pour que ce qu'on ait fait, la nature puisse s'engouffrer. C'est un entretien de ce qui a été planté les 3 premières années jusqu'à ce que la végétation devienne vraiment autonome. Ça va consister en particulier à juguler la pousse des plantes pionnières qui sont très rapides et qui pourraient prendre le dessus sur les
les plans un peu plus lents qu'on a mis en place. Donc avec ça, on arrive à 3 principes pour cette méthode Miyawaki, qui est vraiment une méthode donc, qui est précise. Le premier principe, c'est d'identifier le cortège de plantes qui se met en place naturellement sur une parcelle donnée. Donc, un exemple très simple, sur une parcelle au nord de Paris, qui est dans un vallon, ce ne sera pas la même végétation qu'une parcelle au sud de Paris, qui est plutôt exposée plein sud sur une colline. Donc, on parle de forêt Miyawaki à chaque fois, mais c'est très différent, et à chaque fois, il y a un travail de compréhension de ce que la nature mettrait. Donc, pour chaque lieu, on vient retrouver 20 à 30 essences natives, qui vont être aussi bien des arbres de haute taille que des arbustes, que des buissons. Pour le deuxième principe, on l'a évoqué, ça va être un travail du sol en profondeur. On va jusqu'à 60 cm et on s'efforce de reconstituer des horizons de sol avec des compositions et une structure légèrement différentes. Et le troisième principe, on plante très densément, c'est-à-dire qu'on vient mettre 3 plants par mètre carré. Le sujet aussi, c'était d'arriver à parler de qu'est-ce qu'une forêt urbaine. Donc du coup, je vais replacer en plat. Donc dans la végétation urbaine, il y a un tas d'outils, les parcs, les allées, les bosquets, etc. Dans cette végétation urbaine, il va y avoir un certain nombre de végétations qui vont être sous forme de micro-forêts. Donc ça va être des petits ensembles où on va s'efforcer de ramener différentes strates. Et ça, c'est des choses que certaines communes font depuis longtemps. Dans ces micro-forêts, il va y avoir un sous-ensemble qui sont des micro-forêts qui vont être faites à haute densité de plantation. Donc les gens vont s'efforcer de planter très rapprochés. Et encore plus précisément, il va y avoir au sein de ces micro-forêts urbaines les micro-forêts urbaines en méthode Miyawaki, qui respectent les 3 principes qu'on a évoqués. Donc c'est pour ça que quand vous lisez les informations, quand vous avez des médias qui vous parlent de micro-forêts, il faut vraiment distinguer ce que c'est qu'une micro-forêt urbaine, qui peut être un tas de choses, et une micro-forêt en méthode Miyawaki qui suit un protocole, qui est vraiment quelque chose qui s'appuie sur des fondements botanistes et donc qui ne sont pas forcément toujours suivis. Donc il y a vraiment une précision dans le terme forêt Miyawaki. Urbaine, les gens parfois pensent à quelque chose de très luxuriant. Là, je vous ai mis en photo la forêt de Tijuca, qui est à Rio de Janeiro. Donc ça représente, vous n'avez plus l'échelle, mais voilà, c'est une forêt qui est entourée par les différents quartiers de Rio et qui est immense. Normalement, si on voyait l'échelle, ça fait à peu près 2 km entre ici et là. Donc c'est vraiment quelque chose de très très grande taille qui se voit très loin. Et puis à côté de ça, quand on parle de micro-forêt urbaine en méthode Miyawaki, on sent bien qu'il y a une différence de taille. Donc la raison pour laquelle on va quand même utiliser le mot forêt dans le cas des méthodes Miyawaki, c'est parce que dans l'imaginaire, ça vient évoquer quelque chose qui est riche, qui est divers et qui va être, comme on l'évoquait plus tôt, plus intéressant d'un point de vue biodiversité qu'une plantation en monoculture. Pour revenir à cette notion qui est quand même très importante de un mot et des imaginaires, parce donc en tant qu'entreprise, on parle à beaucoup d'acteurs différents qui sont intéressés à planter des micro-forêts. On va avoir par exemple des entreprises, et eux, quand on leur parle de micro-forêts, certaines vont avoir en tête le mot compensation. Et ça va être une motivation de planter pour avoir une compensation en termes de carbone. Et là, notre travail, c'est de leur faire comprendre que quand on met en place une micro-forêt, on ne crée pas un écosystème parce qu'on n'est pas capable, mais on crée les conditions favorables au retour rapide de l'écosystème. Et ça, c'est une nuance qu'on essaie de leur faire palper et qui est très impliquante parce que face à un écosystème, on va avoir le retour d'une bonne gestion de l'eau, d'une biodiversité sur laquelle on n'a pas du tout la main, d'une régénération des sols et de beaucoup d'autres services pour lesquels aujourd'hui on ne leur demande pas encore on n'a pas encore d'attente formulée par réglementation, mais ça ne va pas tarder à arriver. Quand on parle d'une collectivité de micro-forêt urbaine, elle va penser tout de suite fraîcheur. Et là, l'idée, c'est aussi de lui parler que ça va être participatif. Donc on va impliquer des résidents et a priori, ils sont toujours très partants. Ce qu'ils ne voient pas forcément, c'est qu'il y a un autre côté qui est très intéressant pour eux. Aujourd'hui, toutes les communes, tous les élus en tout cas, sont d'accord pour dire qu'il faut augmenter la végétation en ville. Mais la réalité, c'est que toutes les équipes techniques aujourd'hui sont saturées.
L'idée, c'est d'arriver à leur expliquer et d'apporter. Enfin, elles le comprennent souvent, mais parfois on est face à des personnes, des équipes qui sont très techniques et du coup qui veulent avoir la main sur tout ce qui va être fait. Et dans la méthode Miyawaki, avec la plantation participative, on délègue. Et l'idée, c'est de dire qu'aujourd'hui, une équipe municipale d'espace vert, c'est 100% de techniciens. Peut-être que demain, une équipe municipale d'espace vert, c'est 50% de techniciens et 50% d'animateurs. Et dans ce cas-là, comment est-ce qu'on les accompagne dans cette transition qui n'est pas évidente, puisqu'ils viennent d'une culture qui est longue, qui est riche, et qui n'est pas forcément orientée vers la transmission et l'effet de levier. Quand on parle de microforêts urbaines à des forestiers, et alors ça dépend des forestiers, mais parfois on vous dit, mais comment pouvez-vous parler de forêt alors que vous faites, nous on fait de 100 à 1000 m². Et la définition qui a été évoquée à plusieurs reprises de la FAO, de 5000 m² revient régulièrement. Alors, c'est vrai qu'il y a un premier point qui est intéressant, c'est que FAO, c'est Food and Agriculture Organisation. Et du coup, il n'y a pas le terme forêt. Et du coup, il y a le point qui était soulevé tantôt, que parfois, certaines plantations d'arbres, qui sont considérées comme des champs d'arbres, rentrent dans cette case, alors que un petit bosquet réalisé en méthode Miyawaki, qui est beaucoup plus petit, qui n'a donc pas la même prétention, va, par opposition, ramener beaucoup de biodiversité. Et puis, le dernier public que je cite, mais il y en a beaucoup d'autres, c'est, si on revient à celle d'avant, ce sont les particuliers qui, eux, quand on évoque le mot forêt, imaginent quelque chose de très dense, de très beau, quelque chose de grand, de très arboré. Et le jour de la plantation, alors on les prépare heureusement avant, mais ils mettent en terre des petits plants de 20 cm de haut qui n'ont pas de feuilles, puisqu'on est en automne ou en hiver. Et du coup, oui, ça se peut dire, et vous allez y participer, et au fur et à mesure que vous allez voir la croissance, vous allez vous attacher et apporter plus de valeur à ce que vous avez fait. Et cette valeur humaine qui paraît un peu plus secondaire souvent, en fait, elle est extrêmement importante pour nous. C'est pour ça que notre nom, c'est Cœur et Canopée. Il y a vraiment cette dimension humaine qui est, pour nous, à la base de beaucoup de soucis qu'on a aujourd'hui. Et c'est vraiment via ces micro-forêts, c'est vraiment des messages qu'on veut passer. En particulier, celui que j'ai répété depuis le début, c'est que planter, c'est bien, et prendre soin est au moins aussi important. Donc pour terminer maintenant, voilà, nous, on choisit de garder ce mot micro-forêt urbaine. On est bien conscient que le mot forêt évoque beaucoup de choses différentes chez beaucoup de personnes différentes, et que donc c'est un mot qui permet de synthétiser, donc qui est très utile, et qu'en même temps, si on cherche de la précision, c'est un mot qui n'est qu'un début de conversation, et qu'on a besoin d'aller parler pour savoir qu'est-ce qu'il y a vraiment derrière ce mot forêt. Est-ce que tu nous parles de quelque chose qui est grand, de quelque chose qui est dense, ou de quelque chose qui suit un protocole bien précis? Et donc ce mot est vraiment une invitation à aller plus, que ça évoque pour nous donc la biodiversité, les écosystèmes, des imaginaires différents, et surtout le fait que c'est un milieu qui évolue, et dans lequel nous, en tant qu'humains, on a une place à prendre. Ce n'est pas une place de super architecte, en tout cas pour nous, ce n'est pas l'idée de partir d'une page blanche et d'arriver à imaginer ce qu'il pourrait y avoir dans le futur, mais c'est avant tout de comprendre ce que la nature ferait à notre place, d'encourager ce mouvement en donnant un petit coup de pouce qui est très humble, puisque le travail qu'on fait finalement est petit, mais comme ça va dans le sens de la nature, elle s'engouffre dedans, et c'est ça qui valide ce qu'on fait. Voilà, vous avez eu beaucoup d'informations, je suis désolé c'était dense, mais ce sera une vraie joie de prendre vos questions. Merci beaucoup Xavier. Oula, on a un souci avec l'ordinateur, mais tout va bien. Alors, pour les personnes qui sont arrivées en cours de route, donc Patrice Hirbeck nous a présenté l'aspect multifonctionnel des forêts. On a aussi vu cette nouvelle méthode Miyawaki. Donc, ce que je vous propose, c'est de rentrer dans une phase de discussion, d'échange, de débat. Et donc, en 30 minutes, on a 30 minutes chrono, je vais vous proposer d'échanger sur les bienfaits des forêts urbaines, peut-être aussi les moyens, les modalités de cette méthode. Voilà, à chaud, toujours pareil, de nous dire qu'est-ce que seraient les solutions. Enfin, l'idée, c'est qu'on trouve ensemble des... Bon, solutions, c'est peut-être un peu ambitieux, mais en tout cas, de solutions. Et des failles aussi. Oui. Oui, en fait, j'avais une question par rapport à votre exposé qui était très intéressant. Ah pardon, excusez-moi, je vais juste vous demander de lever la main à chaque fois, comme ça on prendra quelques réactions. Allez-y, pardon.
Donc, une fois de plus, merci pour votre exposé. J'avais une question assez technique. J'aurais voulu savoir quel était votre protocole de mise en service d'une microforêt. Comment ça se passe? Vous rentrez en contact avec une collectivité locale, vous identifiez un terrain, comment ça se passe? Merci pour la question. En fait, on se fait contacter en général par des entreprises, des collectivités, des campus, parfois des particuliers aussi, qui ont entendu parler de ce qu'on fait, qui sont intéressés, qui se posent en général beaucoup de questions, puisqu'elles approchent la microforêt par un des angles qu'on a. Donc, c'est comme ça qu'on se fait contacter. Ensuite, dans notre façon, une fois qu'on a pris la demande et qu'on sent qu'on peut l'adresser, il y a plusieurs phases. La première, c'est l'étude de faisabilité. Est-ce que c'est possible d'installer cette microforêt, sachant qu'on ne plante que sur de la pleine terre? Donc, il ne faut pas qu'il y ait de réseau enterré, il ne faut pas qu'il y ait de réseau. Il y a un certain nombre de critères. Et aussi, est-ce que le projet, s'il est faisable, est-ce qu'il a du sens? J'ai été appelé une fois par une personne qui voulait mettre une microforêt parce que, me dit-elle, voilà, j'ai une haie de peupliers qui dépérit et j'aimerais m'en débarrasser, mais cette microforêt à la place. C'était un de mes premiers projets. Donc je dis très bien, je viens vous voir. Je pensais arriver sur 4-5 arbres rachitiques et en fait j'arrive sur un triple rang de peupliers en pleine forme. En plus dans une méandre de ruisseau. Donc il y avait vraiment beaucoup de sens à ce que cette haie de peupliers soit là. Je dis à la personne, oui, on peut faire une forêt et non, on ne va pas la faire. On va regarder s'il n'y a pas ailleurs où c'est possible. Donc il y a vraiment ces étapes. Est-ce que c'est faisable? Est-ce que ça a du sens? Est-ce que les conditions qui sont de budget, qui sont de terrain, qui sont de communauté à animer sont rassemblées? Et ce sont des critères qu'on vient explorer avec la personne, sachant que, comme je disais tout à l'heure, c'est un peu l'éléphant et les aveugles. Elle vient par un bout et nous, on vient lui montrer toutes les possibilités que la microforêt va lui offrir, aussi bien au niveau technique, végétal qu'humain. Est-ce qu'il y a une surface minimale? Aussi il faut qu'il y ait 4 mètres d'épaisseur, c'est que dans la plus petite dimension, ça doit faire 4 mètres au minimum. La raison à cela, c'est que si on reste sur quelque chose de trop fin, on va se retrouver avec des écosystèmes de lisières qui sont très intéressants, mais pour se rapprocher d'un écosystème forestier, il faut qu'il y ait une certaine épaisseur pour retrouver cette fraîcheur et cette masse d'air un petit peu plus fixée au centre qui va se refroidir et se charger en humidité, ce qui est le garant de la bonne croissance des plants. Merci à vous pour avoir ouvert le débat. Est-ce que vous avez identifié aussi les failles que pouvait avoir cette méthode ou alors éventuellement de reboiser? Oui, je vais vous reprendre. En arrivant, j'avoue que j'avais un avis un peu négatif, c'est-à-dire qu'en général, on voit les forêts urbaines comme quelque chose de péjoratif, dans le sens où, pour moi, ce qui compte, c'est de la vraie nature. Je voyais vraiment ça d'un point de vue assez péjoratif, parce que pourquoi construire des choses alors qu'on avait déjà ça? Pourquoi ça a été détruit? Pourquoi il y a un côté un peu artificiel. Alors j'avoue que du coup votre présentation a un peu atténué l'opinion que j'avais de ce côté péjoratif, parce qu'effectivement il y a une forme de respect de la nature que vous mettez en avant, de respect du développement naturel qui est sympa, mais c'est vrai que il y a toujours une partie qui se dit que c'est pourquoi détruire quoi pour reconstruire après? Vous n'avez pas détruit et pour reconstruire après, donc au contraire vous allez à des endroits où il y a eu une destruction soit naturelle soit volontaire entre guillemets, et c'est ça qui est bien. Mais voilà, c'est vrai que du coup moi ce qui me fait peur, c'est de ne pas arriver à retrouver cet aspect naturel de la forêt, cet aspect vraiment, voilà, c'est ça, cet aspect naturel, cet aspect vraiment j'ai pas d'autre mot en fait, c'est naturel. Alors j'ai vu une autre main levée, on va... Oui, ouais, je voudrais rebondir sur cette question de destruction et de reconstruction, puis lancer une perche et poser une question. On parle de forêt urbaine, de reconstitution. On peut voir l'intérêt sur des friches industrielles, sur des friches urbaines, mais
On a aussi un phénomène dans les villes parfois de destruction de vieux arbres qui font pas forêt. Triste, on en voit à toi aussi. Est-ce que finalement préserver les arbres qu'on a en ville sous forme d'allées n'ont pas aussi un intérêt et une vraie importance plutôt que de faire de se concentrer sur des îlots et sur cette idée de forêt urbaine? On a parlé des fonctionnalités de l'arbre, de la forêt. Un arbre adulte par rapport à un jeune plant, il a une fonctionnalité, il exerce des fonctionnalités supérieures aux jeunes plants. Les grands arbres que vous avez ici, je suis à peu près sûr qu'il y a à minima des ramiers ou des pigeons qui y nichent. Ils ne nicheront pas dans des jeunes plants. Leur croissance continue. On dit qu'un arbre, jusqu'à sa sénescence, il fait que doubler pratiquement. Donc au niveau de la séquestration du carbone, comptabilité pure, hein, il séquestrera plus de carbone parce qu'il aura plus de surface qu'un jeune plant. Au niveau de l'évapotranspiration, un chêne adulte qui fait plus de 25 mètres de haut, c'est 150 litres d'eau qui va absorber d'évapotranspiration. Un jeune plant, ça va être 1 litre d'eau. Il va restituer 80% d'un litre d'eau. Les arbres ici vont restituer 80% de 100 litres d'eau, 50 litres d'eau. Donc on a intérêt à conserver les arbres adultes parce qu'ils maximisent toutes les fonctionnalités. Si on mesurait l'humidité sous ce peuplement, on aurait une humidité supérieure que si il s'agissait de friches avec des jeunes plants. Voilà. Alors il y a des débats actuels sur la compensation parce que actuellement, par exemple, je reviens au bois de Vincennes, il y a les travaux sur la ligne 1 du métro qui fait que pour améliorer la courbe du métro et faire gagner 3-4 minutes aux usagers, on va couper 100 arbres centenaires du bois de Vincennes. Alors certes, l'établissement public du Grand Paris nous dit je vais compenser par des plantations, mais ça compensera bien dans 200 ans, 300 ans. Peut-être que je te laisse répondre sur cette question de alors est-ce qu'il faut conserver, est-ce que le fait de reboiser, du coup ça engendre un autre problème finalement de destruction. C'est sûr qu'on ne souhaite pas détruire pour refaire la place. Ça reprend également la question de mademoiselle. Nous, on intervient. Nous, il faut qu'on apporte un outil. Il y a beaucoup d'outils différents. Effectivement, des grands arbres remplissent des fonctions que des jeunes plants ne font pas à l'instant T. On travaille avec des gens qui, si on n'était pas là, ce qui mettrait à la place, ce serait des pelouses. Ce serait parfois des arbres qui auraient déjà une dizaine d'années ou plus, qui seraient mis rapidement dans des endroits assez petits pour qu'au moment de la vente, il y ait un aspect satisfaisant à l'œil. Donc vraiment une poursuite d'esthétisme qui soit fait, avec derrière beaucoup d'entretien, d'eau également à apporter. Nous, ce qu'on fait, c'est que quand les gens ont planté et qui quittent le terrain, il y a quelque chose où il y a juste des petits plans. Et effectivement, on se dit, alors il y a toute la joie de l'avoir participé, mais on se dit qu'en termes de service écosystémique, c'est pas bien épais, quoi. Il faut comprendre que c'est un projet qui prend du temps pour se développer. En 3 ans, donc en méthode Miyawaki, il y a beaucoup de mécanismes dans lesquels je ne vais pas rentrer, de course à la lumière et autres, de différenciation des évolutions, mais on a entre les plantes sont jugulées, que l'humidité est retenue, donc on commence déjà à sentir des bénéfices, sachant que la biodiversité est revenue à petite taille, évidemment. Comme tu dis très justement, on n'a pas des pigeons ramiers qui viennent dès la première année, mais on a une reprise biologique qui se fait dans la durée. Donc, cette méthode Miyawaki, c'est un outil de plus. Ce dont on a vraiment besoin, je pense, c'est pas seulement d'outils, mais c'est aussi une vision. Et ça, c'est quelque chose sur lequel Cœur et Canopée, c'est pas ce qu'on apporte aujourd'hui. La vision doit venir de plus haut. On apporte un outil qui peut vraiment s'intégrer dedans. On porte une vision aussi qu'on a envie de voir émerger. Et dans ce cadre-là, ça fonctionne bien. Bonjour. Moi, je me demandais, j'aimerais que vous parliez un peu plus de certains exemples de projets que vous avez menés, parce que je me demande surtout quelle est la manœuvre que vous avez pour réaliser ces projets-là.
quelles sont les contraintes qui existent, si elles sont notamment législatives par exemple. Est-ce que du coup ça vous conduit à travailler majoritairement sur du foncier privé ou vous pouvez aussi le faire sur du foncier public? Alors, on a des projets aussi bien privés que publics. On a des collectivités qui nous demandent. On a parfois des entreprises qui nous demandent sur leur foncier. On a parfois des entreprises qui ne peuvent pas sur leur foncier, soit parce qu'ils n'en ont pas, soit parce qu'ils essaient de protéger, et qui du coup vont apporter de l'argent à une collectivité pour qu'elle puisse planter avec les habitants et leurs employés. Donc il y a vraiment cette dimension de... en fait, les contraintes qu'on peut recevoir du technique sont autant d'opportunités. Un projet de mélange de Tours dans une banlieue un peu sensible, un quartier priorité de la ville. Et en fait, on a eu des populations qui ne se voyaient jamais, qui ont commencé à se voir par la plantation et puis qui se revoient à chaque entretien. Donc oui, il y a des contraintes. J'espère que j'ai répondu à votre question. Là. Oui, il y a des contraintes. On arrive à planter aussi bien en privé qu'en public. Les contraintes qu'on a de départ, c'est donc la surface, minimum 100 mètres carrés, la distance, 4 mètres d'épaisseur, distance des bâtiments, pour pas qu'il y ait donc 4 mètres de distance par rapport aux bâtiments, pour pas qu'il y ait de branches qui viennent sur les bâtiments ou de racines qui viennent éventuellement des chaussées. Et puis, pas de réseau aérien ni souterrain. Voilà. Ça répond ? Oui. Oui, madame. Oui, tout à l'heure, vous avez parlé qu'avant les plantations, vous faisiez un travail sur la restructuration du sol sur 60 cm. Et je voulais savoir, sur une friche, la colonisation des espèces végétales, donc les plantes herbacées, les arbustes, jusqu'aux arbres, ça met à peu près 300 ans dans le cycle naturel. On sait que les arbres, pour pousser, s'adaptent à leur milieu, en fonction du sol, des champignons. Donc je voulais savoir comment vous faisiez pour accélérer ce processus naturel et comment vous sélectionnez les végétaux que vous alliez planter. Est-ce que en fonction du sol, de l'environnement, voilà. Je vais répondre, puis je pense que sur le sol, je passerai aussi la parole à Patrice, parce que ça peut être intéressant pour comparer justement des forêts en ville, puis des forêts en rural. Donc le travail qu'on va faire sur 60 cm, ça va consister d'abord à analyser, comprendre qu'est-ce qu'il y a, quelle est la structure, quelle est la composition du sol. Parfois on travaille sur des friches industrielles qui ont servi, je pense à un projet où c'était une ancienne usine de fabrication de munitions. Donc les sols ont été réhabilités pour qu'on puisse fréquenter la friche, mais les taux sont saturés en général. Donc on vient d'abord comprendre ce qu'on a, ce qu'on va travailler. Ensuite, notre approche, c'est pas de changer le sol et de le remplacer par autre chose, mais c'est de travailler avec le sol qu'on a sur place. Contrairement à pas mal de projets replantés sur lesquels, ou un arbre, on va faire venir de la terre végétale. Qui est une ressource qui se raréfie au passage. On a des projets de recherche là-dessus. Bref. Donc 60 cm, on comprend quelle est donc la composition argile, limon, sable, la capacité drainante du sol, la capacité de rétention d'eau également, où se situe l'équilibre du pH. Et puis en fonction de ça, on va venir faire des amendements avec soit du compost, différentes maturations suivant ce qu'on a trouvé comme réponse, éventuellement des tontes d'herbes et également des copeaux de bois. On va ensuite remettre la terre qu'on a enlevée, on a excavé 60 cm. On excave simplement pour ameublir, pour casser les semelles éventuelles et pour homogénéiser cette terre avec les amendements qu'on a définis grâce aux analyses. Donc on va remettre la terre qu'on a excavée, on la remet en une première moitié, mélangée avec une moitié des amendements. Un engin va repasser dessus, l'engin qui permet d'excaver, donc une pelle ou une mini-pelle. On remet les amendements et on remélange. Donc on va avoir deux horizons qui sont différenciés uniquement par le passage de l'engin, donc différentes, dans le cas général en tout cas, différentes tassements de la terre. Et puis, selon le cas, on va faire un inoculat, si on peut le faire, avec du sol forestier. C'est-à-dire que donc, quand on repère les essences, on vient garder des milieux forestiers aussi anciens que possible, qui présentent les mêmes caractéristiques
de sol et de climat que là où on va planter. Et on croise ça avec tout ce qu'on peut avoir de documentation sur les bassins de végétation et géoclimatiques. Donc on fait une recherche, entre guillemets, bibliographique, on va recouper les informations qu'on a, et une recherche terrain où on va retrouver les boisements qui ressemblent au lieu où on va planter pour voir les communautés d'arbres qu'on va retrouver. C'est ce qui nous permet de trouver les jeunes plants. Quand on dit qu'on accélère, c'est pas qu'on va aider les plants à pousser plus vite en mettant de l'engrais en particulier. On met les amendements naturels que je vous évoquais, mais pas d'engrais. Mais c'est juste qu'on va pas, on va, si vous voulez, ne pas passer par la première, deuxième et troisième étape de végétalisation, hein, plante pionnière, arbre colonisateur et première et deuxième génération. On va directement à la végétation qui est tout à droite, qui est ce qu'on appelle le stade climatique. Et on le plante du coup à très petite. Donc c'est dans ce sens-là qu'on accélère. Pas que nos plants vont pousser avec des engrais, mais qu'on n'a pas dû attendre les 2 étapes précédentes, qui sont des étapes où il y a des essences végétales qui vont structurer le sol. Et puis donc on fait un particulier là avec du sol qui nous dit vous pouvez prendre un seau de forêt de terre de ma forêt. On vient prendre un seau de terre et on le mélange avec la terre de notre friche parce que c'est très intéressant. Il y a déjà énormément de microfaune dedans qui vont permettre une reprise rapide. Et enfin, et je passe la parole après, quand on a un sol qui est très pollué, on va travailler avec un partenaire qui s'appelle Bresbel, qui est un myciculteur low-tech, qui lui, à partir d'un échantillon de sol, va tester différents types de mycélium et il va voir celui qui a la capacité soit de biostocker, soit de dégrader la pollution qu'on a repérée. Et on va mettre ce mycélium dans le sol de notre forêt puisqu'il va permettre en fait de reconstituer rapidement ce réseau filamenteux qui en fait est lui aussi un des allées de croissance clés de nos microforêts, en particulier en ville. Oui, je peux compléter ce qu'a dit Xavier. Je complète sur 3 points. 1, la méthode Miyawaki, site qui est en pleine Chênaie Morvandel. C'est pas la peine de faire du Miyawaki. Les écureuils, les geais vont transporter les graines qu'on trouve à proximité et la nature va faire son œuvre. Le deuxième point, alors en plus de toutes les analyses qu'a décrites Xavier, Akira Miyawaki recommandait dans la reconstitution des sols de mettre beaucoup de matière organique. Il recommandait 1 mètre cube de taille par 1 mètre carré de terrain. Ce qui permettait de reconstituer les sols qui s'étaient fortement dégradés et ce qui permettait aussi d'éviter d'arroser. C'est le système du paillage que pratique tout mon jardinier. La méthode Miyawaki, elle est utilisée principalement en ville parce que c'est là qu'on a les sites les plus dégradés et c'est là qu'on a le moins de relations avec les forêts ou la nature à côté. Il n'y a pas ici, il y a peu de chance s'il y avait une friche qui ait de transport de graines qui viennent de Fontainebleau ou ailleurs. Très peu de chance. La méthode Miyawaki, elle est utilisée en ville, mais pas que. La plus grande forêt reconstituée, méthode Miyawaki, si vous allez vous promener en Chine, à côté de la Grande Muraille, il y a des centaines d'hectares qui ont été reconstitués avec cette méthode, avec un apport de paille, c'était de la paille de riz, avec l'administration chinoise avait mis des pépinières volantes au fur et à mesure du chantier qui duraient 2 ans pour que les plants s'adaptent. L'inoculat dont a parlé Xavier, mais il y a 3e point, champignons. Un arbre ne peut pas vivre s'il n'a pas une relation particulière avec du mycélium de champignons qui s'appelle la mycorhize. La mycorhize, c'est je te donne du carbone, c'est l'arbre qui transmet du carbone aux champignons, et tu me donnes des sels minéraux, de l'eau, etc. L'arbre, il a besoin de beaucoup d'eau, 150 litres un chêne adulte, donc il a un système racinaire. C'est pas suffisant, donc ce système racinaire est multiplié par 10 par tous les mycéliums de champignons qui entourent l'arbre, et ceci dès la plantule. Moi, j'ai travaillé à Mayotte sur la reconstitution d'un écosystème dégradé qui s'appelle des patzas. C'est de la culture itinérante, de la culture sur brûlis non itinérante, c'est-à-dire que les gens ils peuvent pas aller ailleurs parce que l'île est contrainte, donc ils brûlent tous les ans. Et pour reconstituer une forêt, on a dû inoculer du champignon directement dans les racines. Donc cette méthode Miyawaki, elle n'est pas partout et elle repose sur des fondamentaux, l'apport de terre organique et puis la mycorhize.
Alors j'attire votre attention parce que c'est surtout les modalités de mise en œuvre, l'aspect très technique en fait de ces débats. Est-ce que et aussi le fait qu'il fallait réinvestir du coup ces espaces désinvestis de nature. Est-ce que on va prendre encore 2-3 réactions et on va clore le débat. Je sais. Excusez-moi du coup en fait. Voilà. Patrice a répondu à une partie de ma question, donc ce sera d'autant plus court. Xavier a présenté un petit peu le déroulement en fait dans le temps pour obtenir un aspect de forêt urbaine. On a vu dans le document en fait une photo de Rio, donc c'était, j'imagine, pas la méthode Miyawaki, mais est-ce qu'on a des exemples justement de processus complets achevés de méthode Miyawaki dans des villes? Et après, justement, dans une ville comme Paris qui s'est faite sur la destruction des espaces verts et la compensation, à l'inverse d'une ville comme Berlin où il y avait déjà beaucoup de forêts qui ont été maintenues, là c'est en périphérie autour de Paris principalement. Justement, est-ce qu'il y a des villes comme ça qui ont atteint le stade final en fait là-dessus? Non, pas à ma connaissance. En fait, la méthode Miyawaki est là 40-50 ans maintenant. Donc il y a des forêts qui ont 40-50 ans. Et elles sont en particulier, je pense, du côté de Yokohama, à l'université de Yokohama, il y a des forêts qui sont donc des arbres issus de ces forêts qui sont très très hauts, il y a une trentaine, quarantaine de guillemets. On a couvert par les Européens il y a 6-7 ans maximum. Les forêts les plus anciennes qu'on a ont cet âge-là. Donc on n'a pas encore d'exemple en Europe de ça. Par contre, ce qui est important, c'est que le principe de la méthode, c'est de s'appuyer sur les écosystèmes. Et les écosystèmes fonctionnent de façon similaire partout dans le monde. Et ça, on a des variations. Quand on est en milieu tropical, on ne plante pas 3 plants par mètre carré, mais 9. Donc il y a des choses qui dépendent de là où on plante. Mais on attend encore de voir des forêts très hautes en Europe. Encore une dernière réaction et on va clôturer. Je voudrais poser une question. Est-ce qu'il y a le moyen de combiner le principe des forêts Miyawaki avec des forêts comestibles d'arbres fruitiers? Alors oui, tout à fait. Avec Canopée, j'applique la méthode Miyawaki et parfois on propose des adaptations. On me propose ça sur des terres particulièrement dégradées, où là c'est vraiment quelque chose de très intéressant. Et également avec agriculture urbaine et verger et forêt gourmande, où là on propose en général d'avoir un cœur de Miyawaki qui va permettre d'avoir des arbres qui n'ont pas besoin d'eau, donc qui vont quand même avoir une croissance tout à fait souhaitable et d'établir cette îlot de fraîcheur, et autour d'avoir des essences qui sont plus donc dans la forêt comestible. On vient parfois prendre des essences qui sont exotiques et donc qui du coup ont besoin d'entretien. Donc c'est quand même ces deux philosophies qui sont assez différentes. Dans la Miyawaki, on retrouve des comestibles d'ici, mais quand on veut faire une forêt nourricière, comme le forêt gourmande ou je sais plus d'autres le proposent, là il y a un entretien, et donc ce qu'on propose, on l'a pas encore réalisé, mais c'est autour d'un cœur de Miyawaki d'avoir des essences comestibles. Donc quand c'est des vergers, ça se fait déjà. On n'a pas encore fait de démonstrateur avec forêt gourmande, mais où là on pourrait vraiment faire bénéficier aux arbres exotiques de la fraîcheur qui est apportée par le cœur de Miyawaki. Et c'est des projets qu'on mène aussi en agriculture urbaine avec les cols verts, par exemple, où là, quand ils ont donc je ne vous parle encore de projet, ce n'est pas encore réalisé, mais où là, on a une ferme urbaine qui va être introduite avec des jardins partagés autour, et l'implantation de la petite forêt va permettre d'avoir de la biodiversité, de la fraîcheur. Alors, mon oreille gauche me dit qu'il y a une dernière petite question, on va la prendre très rapidement, et ensuite on va clôturer. Oui, merci beaucoup. Oui. Ça pour l'État ou pour une collectivité territoriale, un élu, un maire, de créer une micro-forêt dans sa ville en compensation d'un grignotage des forêts urbaines qui existent déjà. Est-ce que ça pourrait rentrer dans ce cadre, dans la séquence ERC? Enfin, je ne veux pas rentrer dans ce côté technique, mais vous savez, souvent, quand il y a un grignotage ou un morcellement des forêts urbaines en Île-de-France, il y a une compensation qui se fait. Et est-ce que l'État pourrait compenser en créant ces micro-forêts pour justifier le grignotage et le morcellement? Parce que vous savez, le couvert forestier en Île-de-France est beaucoup grignoté.
Nous, on habite à côté d'une forêt urbaine à 20 minutes de Paris. Elle a perdu 10 hectares ces 10 dernières années, et on a peur que ces petits micro-projets, qui sont, je pense, très bien, mais servent aussi de compensation à nos élus et à l'État. Je dirais que le problème est du côté des élus, parce qu'en fait, si jamais il y a cette vision-là, en fait, c'est à eux de dire quelle vision ils veulent, et est-ce qu'ils veulent continuer à grignoter. Ce que je veux dire par là, c'est que nous, on intervient en apportant la possibilité de faire une micro-forêt, mais à nouveau, c'est pas la micro-forêt qui va résoudre le problème, c'est la mise au point d'une vision, et avoir des élus qui comprennent l'enjeu de la destruction de ce qui existe, et d'à quel point ce qu'ils détruisent prend du temps à être fait, même avec une méthode qui est rapide comme celle-ci. Donc pour moi, c'est pour ça que je le précise souvent, cœur et canopée, la partie cœur est extrêmement importante. On est sur des sujets où les gens ont besoin de comprendre que ce qu'ils ont d'existant est précieux et va prendre du temps à être reconstruit si on arrive à le reconstruire. Je mets bien un gros si, parce qu'on est sur des effets de seuil également. Donc il y a vraiment des signaux d'alerte qui sont à bien comprendre et qui ne sont pas forcément perçus. Quand on a une logique, par exemple de taxe carbone, où finalement on n'a plus vraiment de relation au végétal, mais où on s'appuie juste sur une quantité de CO2, il est très facile de se dire qu'une quantité qui est émise là-bas peut être facilement récupérée ici. Et on tombe sur les logiques qu'on a aujourd'hui, où des entreprises payent pour reforester des projets lointains, qui sont parfois des plantations de palmiers, qui sont parfois des choses qui n'ont pas beaucoup de sens écologique. On a besoin, à mon sens, que cette distance qui existe grâce à des outils de taxe carbone, etc., soit supprimée, que les gens en fait aient un contact plus direct avec ce qu'ils vont détruire, avec la valeur de ce qu'ils pensent détruire. On ne le précisait pas, des terrains qui sont très dégradés, qui n'auront pas vraiment de végétation pérenne qui va s'installer si on ne vient pas provoquer cette végétation, la mettre en place. Après, la question de l'intention, de est-ce qu'on détruit ici pour construire là-bas, c'est un vrai problème, c'est un problème humain cette fois-ci. Et il y a besoin pour ça de faire comprendre la valeur de ce qui existe, la valeur de la biodiversité. C'est une réponse un petit peu consensuelle que je vous donne, parce que ma position ne me permet pas de vous dire non, je ne vais jamais faire ça. Parce que typiquement, une personne qui était en BTP m'a demandé, je vais mettre une pelouse, est-ce que tu n'aurais pas bien me proposer? Je lui ai dit, tu sais quoi, oui, on va le faire, parce que si on ne le fait pas, tu vas avoir une pelouse qui va être une petite catastrophe écologique dans un milieu breton où il y a plein de bocages qui ont déjà été arrachés. Cet entrepreneur de BTP, ça fait 40 ans qu'il a sa boîte, 30 qu'il a sa boîte, il est super content de sa réussite professionnelle, et là, subitement, sur la fin de sa carrière, il se dit, je pourrais faire un truc pour l'environnement. Au lieu d'une pelouse, je pourrais faire autre chose. Mon rôle, c'est de lui répondre, oui, tu peux, oui, on va le faire. Le jour où on va inaugurer, tu vas dire, je veux en refaire. Et à ce moment-là, je vais dire, regarde autour de toi, puisque là, c'est une zone qui est périurbaine. Tu as plein de champs qui ont été remembrés. Si tu veux avoir un impact, moi, je peux te connecter sur Brest Bocage. Tu vas être agriculteur et vous allez mettre du bocage partout. Donc, si vous voulez, ces petits projets qu'on fait, c'est d'abord des petits projets. Donc, en termes de changement, ce n'est pas grand-chose qu'on peut annoncer. Par contre, ce qu'on souhaite être, c'est des catalyseurs pour pouvoir reconnecter les gens qui travaillent avec nous sur d'autres réseaux plus établis, comme Brest Bocage, comme Humanité Biodiversité, comme d'autres partenaires qui vont pouvoir les accompagner pour avoir le plus de sens dans leurs actions de développement que possible. Merci Xavier et Patrice et vous tous. Et donc, je vais retenir que ce qu'on a retenu, c'est la mise en valeur, réinvestir les espaces dénaturés, mais j'ai aussi noté l'alerte sur la condition de la faisabilité, finalement, de ces forêts urbaines. Je vais maintenant passer la parole à Sandrine Bélier pour conclure ce premier café débat. Voilà. Alors d'abord, merci à la recyclerie pour leur accueil. Merci à Lila et à Marthe pour l'organisation de ce premier café débat. Merci. Je trouve que l'ensemble d'entre vous a plutôt été assez gentil. Et finalement, ça fait du bien.
Et je pense qu'on va garder cette marque de fabrique Humanité et Biodiversité. Nous ne ferons pas les débats à la C8 ou CNews. Nous ferons les débats à la manière des rencontres d'humanité et biodiversité, donc de la rencontre entre ces enjeux qui nous lient, nous, humains, à la préservation de la biodiversité. Donc encore merci à vous pour votre participation, d'avoir été là. On vous donne rendez-vous, il y en aura, c'était le premier, c'était un test. On va alterner entre webinaire et rencontres en physique autour d'un verre. D'ailleurs, on va continuer si vous voulez, on reste là. Il y a notre président qui est là ce soir, Bernard Chevassiot-Louis, qui était là, tout discret au fond. On a notre trésorier aussi, Sylvain Boucheran, qui était là. Donc, l'équipe d'Humanité et Biodiversité, Charlotte, qui est en charge des oasis nature. Et vous avez à votre disposition, parce que chacun peut, au-delà de faire des forêts urbaines et micro-urbaines, mais peut faire un petit jardin en ville. Et ça, c'est aussi une manière d'agir concrètement, individuellement, en faveur de la biodiversité. Claire, qui vous a accueilli aussi. Et voilà, toute l'équipe est encore là. L'idée de ces cafés-débats, c'est d'échanger, de partager du savoir, de partager des idées, mais aussi, je vous l'ai dit en introduction, de partager de la convivialité. Donc, pour ceux qui ne sont pas pressés de rentrer, voilà, l'espace de la recyclerie nous offre de pouvoir boire un verre, manger un petit bout et continuer à discuter. Rendez-vous en mai, là par Internet, malheureusement, mais sur la question de est-ce que notre santé dépend de la biodiversité? Ce sera le prochain thème. Et puis en physique, pour parler de cette fameuse question de savoir si l'animal sauvage est un être sensible, puisqu'on sait que maintenant l'animal domestique et d'élevage l'est, mais manifestement l'animal sauvage ne l'est toujours pas, et on aimerait mettre en débat et discuter avec le plus grand nombre de cette question. Et est-ce que c'est juste? Est-ce que c'est pas juste? Est-ce qu'on peut encore faire quelque chose? Nous, en tout cas, avec Humanité et Biodiversité, on pense qu'on peut agir. Au quotidien, on reste positif. C'est pas foutu, comme le dit souvent notre président, et c'est notre philosophie. On est force de proposition et on compte sur vous. On a besoin de vous. On a besoin de vous en tant qu'adhérents, on a besoin de vous en tant que bénévoles acteurs. Donc, très bientôt, et puis bienvenue, communauté humanitaire. Alors, pardon, juste avant de vraiment clôturer cette fois, est-ce que ça gêne certaines, si on publie les photos sur notre site internet? Vous pouvez me le dire, on est présent sur le stand juste derrière vous. Et d'ailleurs, on vous offre des sachets de graines. Alors, ah, il n'y en a plus déjà, d'accord, ça en fait un carton. Mais en tout cas, on vous offre notre présence parce que si vous avez des questions, si on peut échanger encore, comme vous l'a dit Sandrine, on est là, on est présent, donc n'hésitez pas. Merci beaucoup.